La radio s'allume soudainement, la voix déchirée par la panique. Personnel au sol, enclos des lions, Cat Haven. Elle ne bouge pas. Le lion est toujours sur elle. Nous avons besoin d'aide urgente. Le gravier vole. Les bottes frappent la poussière. Les clés teintent inutilement contre l'acier. Au bout d'un couloir décoloré par le soleil, le grillage métallique vibre d'un grondement sourd et vibrant. À l'intérieur de l'enclos d'exercice, une silhouette de 350 livres se promène d'un côté à l'autre. Or, muscles, chaleur. Coucous, tête basse, queue qui bouge, yeux fixés sur la silhouette effondrée sur le ciment. Porte, ouvre la porte. Un employé ferme un loquet coulissant. Il se coince, bloque à mi-chemin, ne ferme pas. Un autre tente d'actionner l'interrupteur d'urgence des portes coulissantes. Le métal répond par un clang sourd et retentissant. 911, quelle est votre urgence? Il y a un employé au sol. Le lion est dessus. Nous ne pouvons pas entrer. Sans. Un second rugissement couvre le reste, pulsant à travers les eaux. Quelqu'un attrape un extincteur. Un autre soulève une barre de capture et hésite. Un pas de trop et il n'y aura pas de retour en arrière. L'air sent la poussière, l'eau de javel et le chat. Pendant un instant, tout s'arrête. Lumière du soleil sur le grillage, mouche dans la chaleur, respiration suspendue dans 100 gorges. Puis le lion se tourne vers le mouvement à la porte. Et chaque décision dans les 3 secondes suivantes décidera qui vivra. Bien avant que son nom n'apparaisse dans les gros titres des journaux, Diana Hanson n'était qu'une fille de Washington avec une obsession silencieuse mais inébranlable, les grands félins. Alors que d'autres décoraient leur chambre avec des affiches de films, la sienne était couverte de lions, tigres et guépards. Elle ne se contentait pas de les admirer de loin. Elle voulait être proche. Elle voulait un but. Pendant son adolescence, les journaux intimes de Diana étaient remplis de croquis de lions et de notes sur les sanctuaires où elle rêvait de travailler. Elle étudiait la biologie, faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux et disait à quiconque lui demandait que la direction de sa vie était déjà décidée. Elle sauverait les grands félins à tout prix. Ses amis se souvenaient de son énergie, de son sourire constant, de sa disposition à mettre les autres en premier. Pour eux, elle était courageuse, mais pas imprudente. Elle comprenait les risques, mais croyait que chaque vie était plus riche si elle était consacrée à protéger les créatures que la plupart des gens craignaient. Lorsqu'elle obtint un stage très convoité à Cat Haven, un sanctuaire caché au pied de la Sierra Nevada, cela sembla être le destin. Elle dit à ses parents que c'était l'opportunité de sa vie. Elle fit ses valises, prit la route vers le sud et entra dans un monde où les rugissements des lions et des tigres n'étaient pas des échos lointains d'un zoo, mais la bande sonore de chacun de ses jours. Mais cette passion, cette vocation de toute une vie, allait bientôt se heurter à une erreur, une porte et un lion dont les instincts ne pouvaient être enfermés. Cat Haven n'était pas un parc à thème. Ce n'était pas un zoo. C'était un vaste sanctuaire creusé dans les collines sèches et dorées des pentes de la Sierra Nevada en Californie. Un lieu où lions, tigres et léopards vivaient à l'écart de la foule, sous la surveillance de quelques soigneurs dévoués. Fondé dans les années 90, Cat Haven était destiné à être un refuge pour les grands félins en danger, un sanctuaire où les animaux nés en captivité pouvaient vivre en paix le reste de leur vie. Les visiteurs ne pouvaient accéder qu'avec rendez-vous, marchant derrière de robustes barrières, écoutant les rugissements qui secouaient et la terre et se propageaient dans les vallées. De loin, cela semblait serein, voire pittoresque. Mais pour ceux qui travaillaient à l'intérieur, la sérénité était une illusion. Chaque jour, derrière les clôtures, le pouvoir pur se mouvait sur 4 pattes.
Couscous, le lion auquel Diana ferait face un jour, n'était pas un chat de cirque. C'était un lion africain de 5 ans, 160 kilos, avec une crinière épaisse et dorée, une présence magnétique. Il était l'une des stars du sanctuaire, majestueux mais imprévisible. Le personnel le respectait comme les marins respectent la mer, beau mais capable de devenir mortel en un instant. Les stagiaires comme Diana n'avaient pas de contact direct. Leur travail était routinier mais vital. Nourrir, nettoyer, entretenir les espaces, toujours séparés des animaux par des grilles et de l'acier. Les protocoles de sécurité étaient inculqués dès le premier jour. Ne jamais se fier à une fermeture. Ne jamais tourner le dos. Jamais baisser la garde. Mais les sanctuaires fonctionnent grâce aux mains humaines, et les humains font des erreurs. Il suffit d'une distraction, d'une négligence pour que s'effondre le fragile équilibre entre dévouement et danger. Diana aimait la mission de Cat Haven. Elle croyait avoir trouvé sa place, sa tribu. Et pourtant, parmi les collines tranquilles, elle marchait chaque jour dans un espace où compassion et carnage coexistaient côte à côte, où les animaux qu'elle adorait pouvaient, à tout moment, lui rappeler ce qu'ils étaient vraiment. Et le 6 mars 2013, ce souvenir arriverait de manière violente, avec des griffes, des dents et 100 secondes chance. La matinée du 6 mars 2013 commença comme toutes les autres à Cat Haven. L'air était frais, les collines peintes par la douce aube californienne. Pour la petite équipe de personnel et de stagiaires, les matins signifiaient ordre, programme d'alimentation, rotation de nettoyage et la longue et minutieuse liste de contrôles qui les séparait du désastre. Diana Hanson se réveilla tôt, vêtue de ses vêtements de travail couleur kaki et de ses bottes à embout en acier, prête pour une autre journée dans le rythme qu'elle commençait à maîtriser. Elle n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Ses amis disaient qu'elle accomplissait son travail avec une fierté silencieuse, presque révérencieuse. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de nettoyer les cages. C'était un service aux animaux qu'elle émomait. Les soigneurs se déplaçaient méthodiquement, sans jamais oublier le poids des regards qui les observaient depuis derrière les barreaux et les clôtures. Un léopard marchant d'un côté à l'autre, la queue bougeant comme un métronome. Le grondement sourd d'un tigre vibrant à travers l'acier. Et puis, il y avait Couscous, le lion dont le rugissement profond et résonnant se sentait dans la poitrine avant d'atteindre les oreilles. La routine devait être le bouclier. Les règles, toujours fermer la porte, toujours vérifier 2 fois les verrous, étaient conçues pour éviter qu'une erreur humaine ne devienne fatale. Mais même les soigneurs les plus expérimentés admettent. La routine engendre le confort. Et le confort, dans un endroit comme Cat Haven, est aussi dangereux que les animaux eux-mêmes. Ce matin-là, Diana avait été chargée de nettoyer la zone d'exercice reliée à l'enclos de Couscous. Le processus était simple sur le papier. Déplacer le lion dans son enclos de contention, sécuriser la porte, puis entrer dans l'enclos plus grand pour ratisser les débris et rafraîchir l'espace. Elle l'avait déjà fait. L'équipe l'avait fait des centaines de fois. Mais les sanctuaires ne sont pas comme la nature sauvage, ni comme les zoos. Ce sont des lieux intermédiaires, où humains et prédateurs vivent dans une association incertaine. Une fermeture lâche, une chaîne oubliée, un moment d'inattention. C'est tout ce qu'il faut. Et tandis que le soleil s'élevait sur le sanctuaire, la routine de ce matin, celle qui aurait dû être ordinaire, sans incident, commençait déjà à s'effondrer. Un type d'effondrement qu'aucune liste de contrôle ne pouvait arrêter, qu'aucun entraînement ne pouvait inverser. Diana s'approcha de l'enclos, les outils à la main. Couscous, agité, attendait de l'autre côté des barreaux.
Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'était que la ligne invisible entre la sécurité et le massacre était sur le point de se rompre. Cela ne semblait pas être un échec. Cela ressemblait à une routine. Le métal glissa. Un verrou fit un clic. La porte guillotine tomba avec un bruit sourd entre Couscous et le parcours d'exercice. Mais la différence entre sûr et fatal n'était pas une porte. C'était des millimètres. Le pêne coulissant ne s'emboîtait pas parfaitement. Le crochet frôlait le corps du cadenas, mais ne l'attrapait pas. Le clip secondaire, le petit verrou jetable, pendait librement contre le grillage métallique, une hésitation qui brillait au soleil. À 1,50 m, cela semblait correct. À 12 cm, ce ne l'était pas. Diana traversa la porte de sécurité, appuya le râteau contre la clôture et s'agenouilla. La poussière s'élevait en spirale paresseuse. Le matin sentait le foin et l'eau de javel. Derrière la guillotine, la respiration du lion embuait l'air à l'ombre, lente et constante. Un bon quart de travail aurait dû en faire une légende. Au lieu de cela, c'était un calcul. Les grands félins explorent le monde par des questions silencieuses. Un nez au bord, une moustache qui frôle le métal, pression, puis immobilité. Écoute, essaye d'encore. Couscous se pencha, l'acier fléchit. Le pêne mal engagé souleva une demi-dent. Rien de dramatique, juste une poussée qui transforma la barrière en levier. Il commença à appuyer son épaule contre le panneau, les muscles tendus sous le pelage doré. La porte se souleva d'un doigt, puis de deux. Le clip qui aurait dû l'empêcher, toujours suspendu, inutile, brillant comme un avertissement que personne n'avait lu. Dans la botte de Diana, un brin d'herbe attrapa les lacets. Elle se pencha pour le libérer, tournant le poignet, l'attention concentrée sur un nœud, qui n'était pas là une seconde auparavant. Derrière elle, le panneau soupira, métal contre métal, le plus doux des tasses, et une fissure sombre s'ouvrit dans le sol. Les prédateurs mesurent l'opportunité comme la distance divisée par la vitesse. La guillotine se souleva juste assez pour laisser passer une patte. Les coussinets glissèrent dessous. Les griffes frôlèrent sur le ciment et s'accrochèrent. Un mouvement fluide unique, et la porte se souleva encore. Le poids, transféré du crâne à l'épaule, puis à la colonne vertébrale. La fissure s'élargit jusqu'à la largeur d'une main, puis d'un avant-bras. Sur le tableau de contrôle, la case indiquait encore « sécurisé ». En réalité, le système était déjà dépassé. La radio de Diana sonna. Elle répondit sans se retourner. « Reçu. 2 minutes. » Couscous expira, bas et patient, et fit la chose la plus simple qu'un lion puisse faire quand le monde lui offre une porte. Il la prit. Le son était si faible qu'on le percevait à peine, comme une fermeture éclair qui gémit, une fermeture éclair qui n'aurait jamais dû bouger. Diana ne l'entendit pas. Elle était accroupie, le râteau se déplaçant en arc lent, ramassant la paille en un tas ordonné. Le rythme était méditatif, presque apaisant. C'était la partie du soin qu'elle aimait. Le silence, la proximité, la sensation de faire quelque chose d'important. Mais à 1 mètre d'elle, quelque chose bougea dans l'air. Couscous ne se jeta pas comme dans un film. Il ne rugit pas. Il glissa, comme de l'eau, à travers une fissure. La porte guillotine trembla une fois, se souleva d'une paume, et le lion glissa en s'abattant, son corps se déversant avec une grâce trompeuse. 1 seconde avant, il était contenu. La seconde d'après, il était dans la cage avec elle. Un silence s'étira, anormal, trop lourd. Puis vint le son, des pas sur la terre, des griffes effleurant faiblement la pierre. Une respiration désormais plus profonde, plus rapide. Diana se tendit. Elle savait ce que ce son signifiait. Chaque soigneur le sait. Elle se retourna juste au moment où une ombre se détachait de l'ombre. Les yeux du lion se fixèrent
sur elle. Ambre, grand, immobile. Les prédateurs ne doutent pas une fois que l'équilibre change. La barrière avait disparu. Les règles réécrites. Et à cet instant, elle n'était plus sa soigneuse. Elle était une proie. Elle se leva à moitié, le râteau toujours en main. Pas une arme, mais un bâton de paille contre. Impact d'abord, son ensuite. Couscous a frappé comme une pierre qui tombe, tout poids et vitesse. Le râteau a heurté le filet avec un clang inutile. Diana a hésité d'un demi-pas, main levée, essayant de se grandir, réflexe de l'entraîneur, quand la patte avant du lion a tranché sa ligne de coup. La patte d'un lion n'est pas une main, c'est une masse contondante avec des lames. Le coup n'a pas coupé, il l'a déplacé. Tête arrachée, épaules tordues, colonne vertébrale forcée, au-delà de la limite que le coup humain peut supporter. Il y a eu un craquement compact et terrible. Ce genre qui ne résonne pas parce que le corps l'absorbe. Ses jambes ont cédé instantanément. Couscous s'est engouffré dans l'ouverture qu'il avait créée. Poitrine contre sa poitrine, griffes prêtes à s'enfoncer, la deuxième patte a bloqué son flanc. Aucun rugissement. Juste une respiration chaude, rythmée, professionnelle, pendant qu'il se positionnait, testant un mouvement qui ne répondait pas. Les prédateurs sont des créatures d'économie. Quand le coup cède, le combat est fini. Il le savait parce que l'évolution le lui avait appris. Immobiliser d'abord, dominer ensuite. Sa mâchoire est descendue, les moustaches se sont élargies, les crosses ont effleuré le tissu, puis la peau, une prise possessive plus qu'une déchirure frénétique. Ce n'était pas de la rage, c'était un processus. Les mains de Diana ont trouvé le seul levier disponible, la crinière du lion. Les doigts se sont enfoncés dans la crinière dense, pas pour se battre, mais pour sentir, pour s'ancrer à quelque chose dans un monde qui avait disparu sous elle. L'air arrivait mince et haut, le son se réduisait au battement de son cœur contre le sternum et au grincement des griffes sur le ciment pendant qu'il se positionnait, sûr. En dehors du filet maillé, le mouvement se transformait en cri. Botte, un loquet frappé. La voix métallique et trop calme d'une radio demandant une confirmation que personne ne pouvait donner. Un gardien a frappé le filet avec une pelle. L'enclos a sonné comme une cloche frappée. Couscous a secoué une oreille, sans lever la tête. Les secondes se sont dilatées. La prédation comprime le temps pour le prédateur et l'étire pour tous les autres. La vue de Diana s'est estompée sur les bords. Elle a essayé de bouger une épaule et l'a trouvée loin, insensible. Elle a compris, les gardiens le savent toujours, qu'une fois qu'un lion t'a renversé et fait taire, la fenêtre est fermée. Elle s'est remuée. Une dernière prise possessive à la base du cou, contrôle manuel. L'enclos sentait la poussière, le fer chauffé par le soleil et le chat. Quand elle a expiré, le rugissement a vibré dans ses os. Le combat était terminé. La crise pour tous ceux hors de l'enclos ne faisait que commencer. La panique ne monte pas en un arc ordonné, elle explose. Le premier membre du personnel à avoir tourné le coin s'arrêta, la respiration bloquée dans la gorge en constatant l'impossible. Diana était au sol, et le lion sur elle. Couscous ne se débattait pas, il n'était pas sauvage. Il était serein, accroupi sur sa proie comme des muscles fondus pliés dans l'ombre. Sa queue bougeait à un rythme mesuré, le signal que tout soigneur redoute. Possession. Porte fermée, bloquez-la. L'or résonna à travers les radios, les poumons, les mains tremblantes. Acier contre acier, tandis que le périmètre extérieur se refermait d'un coup. La règle d'or du sanctuaire, ne jamais laisser la panique affaiblir le protocole, commençait déjà à céder face à ce qu'ils avaient devant eux. À l'intérieur, Couscous changea de position, une patte enroulée autour du torse de Diana,
comme pour se protéger du tumulte. Sa crinière captait la lumière, splendide, terrible, comme un halo. Et sa mâchoire se contracta à peine, au point que ses dents effleuraient pente la peau. Les soigneurs connaissaient Policé la vérité. Tout mouvement imprudent pouvait transformer la possession en frénésie. Un soigneur leva un fusil tranquillisant, main tremblante, sécurité encore enclenchée. Tir libre, sortez là. Les mots se brisèrent. Il n'y avait pas de dehors. Le corps du félin couvrait entièrement le sien. Même le moindre mouvement du canon attirait le regard de Couscous vers la barrière, des yeux d'or polis qui figeaient chaque muscle qu'ils fixèrent. Les cris heurtaient montaient le silence, les radios balbutiaient mentant des codes incomplets. Un appel au service d'urgence se mêlait à un cœur terrible. Nous avons besoin de paramédics, d'agents, soigneurs au sol, attaque de lions, sécuriser le périmètre, pas d'accès au public. Mais les visiteurs arrivaient déjà. Familles, enfants, guidés par la routine vers le soleil du matin, pour se heurter à un mur de soigneurs qui les repoussait à bras ouverts, voix douce mais ferme. Sanctuaire fermé, veuillez vous éloigner. Certains obéissaient sans comprendre, d'autres levaient devant leur caméra. Certains parvenaient à capter des fragments de la scène à travers la grille avant d'être repoussés. Les épaules d'un lion qui montait et descendait. Quelque chose de pâle en dessous. Chaque seconde perdue était un battement de moins d'espoir. Le sanctuaire, habituellement un refuge, semblait désormais un piège. Métal, barreaux, protocoles tous dirigés contre les mêmes personnes qu'ils devaient protéger. Couscous restait immobile, lourd, son souffle se condensant sur la peau de Diana. Les soigneurs savaient qu'ils étaient sur le fil du rasoir, entre contrôle et chaos. Et le silence entre chaque appel radio était plus terrifiant que le bruit. Veux-tu que je lance le chapitre 9 vers la tentative désespérée d'intervention, tranquillisant, outil, chaos, ou maintenir un peu plus la tension avec cette immobilité inquiétante avant que la tempête n'éclate? Le sanctuaire avait des protocoles pour tout. Chats échappés, soigneurs blessés, exercices de tranquillisation. Mais aucun document, aucun scénario en salle de classe ne pouvait refléter ceci. Un soigneur écrasé sous 350 livres de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, vivant ou mort incertain. L'équipe de tranquillisation se positionna. Les cœurs battaient à l'unisson. Le fusil à fléchette s'appuya contre une épaule, les viseurs se resserrèrent sur la courbe du flanc du lion. Mais l'hésitation traversa l'air. À cette distance, chaque fléchette pouvait mettre des secondes agonisantes, infinies, à faire effet. Et si elle le touchait au mauvais endroit, elle pouvait déclencher une fureur incontrôlable chez Couscous. « Fais-le !» cria une voix. « On va la perdre !» Une autre chuchota. « Il est déjà parti !» Le fusil tira. La fléchette toucha sa cible. Couscous poussa un rugissement guttural qui résonna à travers les enclos, secouant os et cage à la fois. Il se déchaîna, ses muscles en feu, et pendant un moment horrible, les soigneurs crurent qu'il allait entraîner Diana plus loin dans l'enclos, la faisant disparaître dans l'ombre. Les soigneurs attrapèrent tout ce qu'ils avaient sous la main, poteaux en métal, extincteurs, frappant les barreaux, une orchestration brutale de désespoir pour le repousser. Mais Couscous ne s'éloigna pas comme un chat effrayé. Il se retourna, les lèvres retroussées dans un grognement, la queue battant comme un métro. Le sanctuaire était tombé dans un silence contre nature. Couscous gisait sous sédation, un géant réduit à dormir. Et pourtant, dans ce silence, l'horreur était assourdissante. Puis les sirènes arrivèrent, criant au loin de plus en plus fort, déchirant les collines rurales de Californie. Camions de pompiers, ambulances,
patrouille du shérif, qui descendait sur un lieu habituellement rempli de rire, d'émerveillement et du grondement sourd des lions. Maintenant, c'était une scène de crime, un champ de bataille, une tombe. Les secouristes coururent à travers les portes, les yeux passant du lion calmé à la civière sortie de terre. L'expression sur les visages des médecins disait, tout avant que des mots ne soient prononcés. Diana était partie. Le traumatisme énorme de ses blessures, l'instant de la nuque brisée sous l'attaque de Couscous, elle n'avait jamais eu une chance. Et pourtant, le protocole exigeait de l'espoir. Les ambulanciers s'agenouillèrent, effectuant des compressions, vérifiant les pupilles, annonçant des temps et des signes vitaux déjà perdus. Leurs collègues restaient immobiles, certains sanglotant ouvertement, d'autres paralysés par le choc. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient dédié leur vie aux animaux, mais maintenant, ils regardaient les mêmes mains qui avaient ôté la vie à leur ami. Les agents du shérif bouclèrent l'enceinte. Les radios crépitaient avec des rapports que personne ne voulait entendre. Soigneur au sol, confirmé fatal. À l'aube, la nouvelle avait déjà franchi les murs du sanctuaire. Des hélicoptères grondant au-dessus, des camionnettes de presse alignées sur la route poussiéreuse et des micros braqués vers quiconque était prêt, ou non, à parler. Les mots étaient glaçants dans leur simplicité. Jeune femme tuée par un lion à Cat Haven. Le nom de Diana Hanson était partout, même avant que sa famille n'arrive pour la réclamer. Les journalistes demandaient des réponses. Comment un sanctuaire, un refuge accrédité pour des espèces en danger, pouvait-il permettre à un prédateur de 350 livres de s'approcher suffisamment pour tuer? Le récit se divisa en deux. Certains dépeignaient Diana comme une stagiaire naïve, ayant sous-estimé le danger. D'autres la voyaient comme une jeune héroïne, morte par amour pour la faune sauvage. Mais ce qui unissait la couverture médiatique était l'indignation. Les mots « évitable »,« échec » et « effondrement du système » résonnaient dans les titres. Lors des conférences de presse, les porte-paroles du sanctuaire apparaissaient pâles et tremblants, peinant à défendre leur bilan de sécurité. Ils soulignaient que Diana était experte, qu'il s'agissait d'un accident rare, non d'une négligence. Mais pour le public, une vérité était inévitable. Une jeune femme est entrée dans la cage d'un lion et n'en est jamais sortie. Les militants des droits des animaux saisirent l'occasion. Certains soutenaient que les grands félins ne devraient jamais être confinés. Zoo, cirque, sanctuaire, peu importe. D'autres insistaient pour que les sanctuaires existent, mais réclamaient un contrôle plus strict, davantage de régulation et des conséquences plus sévères en cas d'erreur. Puis vinrent les voix les plus dures, animateurs radio et commentateurs en ligne posant des questions brutales et cruelles. Qu'espérait-elle en travaillant avec des lions? N'est-ce pas la sélection naturelle? Une rhétorique qui la dépouillait de son humanité et transformait sa mort en matière à débat sur la sauvagerie, la captivité et l'arrogance humaine. Pendant ce temps, sa famille, à quelques heures d'apprendre la nouvelle à Seattle, voyait la vie de leur fille réduite à des fragments sonores. Ils voyaient ses rêves de conservation, enterrés sous des titres sensationnalistes. Ils entendaient des inconnus prononcer son nom sans jamais connaître la femme qui se cachait derrière. Et à travers tout cela, une seule image demeurait dans chaque reportage. Une ambulance solitaire s'éloignant de Cat Haven, ses lumières clignotantes contre la silhouette sombre des collines. Un voyage non pas de sauvetage, mais de récupération. Dans les semaines qui suivirent, la poussière à Cat Haven retomba, mais les ondes de la mort de Diana Hanson se propagèrent comme des ondes de choc. Sa famille l'enterra à Seattle,
offrant le repos non seulement à une fille et une sœur, mais à une jeune femme dont la vie brûlait intensément de passion et de but. Les amis se souvenaient de son rire, de sa curiosité infinie, de la façon dont elle parlait des lions comme s'ils étaient à la fois majestueux et fragiles. Elle ne craignait pas leur puissance, elle la respectait. Au sanctuaire, le personnel passait en silence devant l'espace vide de Couscous. Le lion qui avait ôté la vie à Diana avait disparu, euthanasié par les shérifs le jour de l'attaque. Son absence était une blessure en soi. Ce n'avait pas été un monstre ni un méchant, mais simplement ce qu'il était, un prédateur. Et cette vérité rendait la tragédie encore plus difficile à supporter. Les enquêtes conclurent en ce que sa famille savait déjà, une distraction, une porte mal fermée, suffirant à effacer une vie. Les autorités considérèrent cela comme un accident. Aucune charge ne fut retenue, mais les murmures ne cessèrent pas. Les sanctuaires devraient-ils faire confiance à des stagiaires pour des tâches aussi dangereuses? Faut-il plus de barrières, plus de protocoles, plus de contrôle? Ses parents demandèrent des changements, pas de vengeance. Ils voulaient que l'industrie apprenne de la mort de Diana, réécrive les manuels de sécurité, revoie les serrures, s'assure que personne d'autre n'ait à affronter ce qu'elle a vécu. Ils poursuivirent sa passion, parlant d'elle non comme d'une victime, mais comme d'une jeune femme morte en faisant ce qu'elle aimait. Et pourtant, sous chaque discours, chaque interview, chaque décision officielle, une image hantait ceux qui connaissaient la vérité. Les derniers instants de Diana, piégée dans un enclos avec un lion qu'elle adorait, sa vie brisée avant même d'avoir commencé. Son histoire est désormais un avertissement gravé dans la mémoire. Respecte la nature sauvage, ne sous-estime jamais sa puissance et n'oublie jamais le coût humain lorsque les erreurs rencontrent les prédateurs. La mort de Diana Hanson est plus qu'une tragédie. C'est un avertissement. Nous marchons parmi des prédateurs en croyant avoir construit des murs assez solides pour nous protéger. Mais parfois, une seule erreur suffit à laisser la nature sauvage s'imposer. Elle voulait consacrer sa vie à sauver les lions. Au lieu de cela, sa propre vie a été arrachée par l'un d'eux. Et la question demeure. Lorsque nous choisissons d'entrer dans le monde des indomptés, les protégeons-nous ou jouons-nous avec nous-mêmes ?